Bonjour les élèves, aujourd'hui on va faire un petit peu de relativité restreinte. Alors comme d'habitude je vais vous faire un petit rappel de cours, ensuite on résoudra quelques questions de l'épreuve Bac S 2016 Centre étranger. C'est parti. Soyons clairs, en terminale S on ne fait qu'aborder la relativité restreinte. Je vais donc me contenter de vous exposer les choses que vous devez savoir en fin d'année. Tout d'abord, toute cette théorie est basée sur seulement deux postulats. Le premier d'entre eux, les lois de la physique sont les mêmes dans tout référentiel galiléen. Alors ça peut paraître pas nouveau puisque Galilée lui-même l'avait exposé au XVIIe siècle. Il avait montré par exemple que les lois de la chute libre étaient les mêmes dans un bateau en mouvement uniforme que sur le quai du port. En fait, ce qui est nouveau, c'est que depuis Galilée, on a développé une nouvelle branche de la physique qui s'appelle l'électromagnétisme. Donc Einstein généralise ça à toutes les lois de la physique, mécanique et électromagnétisme. Dans un train à mouvement rectiligne uniforme, les lois de la physique seront les mêmes que sur le quai de la gare. Elles seront aussi les mêmes sur une autre planète à 10 milliards d'années-lumière d'ici. Deuxième postulat. La valeur de la vitesse de la lumière dans le vide, c'est la même dans tout référentiel galiléen, et cela indépendamment du mouvement de la source de lumière ou de la personne qui l'observe. Alors là par contre c'est plus révolutionnaire parce que ça remet complètement en jeu la loi de composition des vitesses de Galilée. Que je me déplace ou que je me déplace pas, pour moi la vitesse de la lumière ça sera toujours 3 10 puissance 8 mètres par seconde. Vous devez connaître cette valeur approchée. Le vocabulaire à connaître pour pouvoir aborder les exercices. La notion d'événement. En relativité, c'est quelque chose qui se produit à un endroit donné et à un instant donné. Synchroniser des horloges. Bon, si vous vous intéressez au problème, vous verrez qu'Einstein a fait toute une théorie pour expliquer comment on pouvait synchroniser des horloges. Pour nous, deux horloges synchronisées, ce sont deux horloges qui ont la même heure, au même moment, dans le même référentiel. Ensuite, une notion ultra importante, la durée propre. Alors, c'est l'intervalle de temps entre deux événements qui se sont produits au même endroit dans un référentiel. Pour mesurer une telle durée, j'ai besoin d'une seule horloge qui doit être à côté des événements. Le référentiel s'appelle le référentiel propre. Si maintenant je mesure l'intervalle de temps entre les deux événements dans un référentiel qui est en mouvement relatif à une vitesse v par rapport au référentiel propre, c'est-à-dire que cette fois, pour moi, les deux événements ne se produisent pas au même endroit. À la limite, j'aurais même besoin de deux horloges. Une horloge là où se produit le premier événement, une horloge là où se produit le deuxième, et je mesure l'écart de temps. Eh bien, cette fois-ci, on parle de durée mesurée. Imaginons la situation suivante. Un professeur de physique, exténué par son année scolaire, s'accorde une petite sieste dans un avion de 1 heure. Le réveil étant à côté de lui, du début à la fin de sa sieste, il mesure une durée propre. L'avion est le référentiel propre. Deux élèves volontaires, avec deux horloges synchronisées, mesurent à deux endroits de la Terre différents l'heure de début et l'heure de fin de la sieste. L'écart entre leurs deux mesures s'appelle une durée mesurée. A noter que si le professeur avait fait sa sieste sur Terre et si l'élève avait été dans l'avion, pour le professeur, ça aurait toujours été une durée propre, et pour l'élève qui s'est déplacé, ça aurait toujours été une durée mesurée. Cette théorie a de nombreuses conséquences, autant d'un point de vue philosophique que d'un point de vue physique. En terminale S, on s'intéresse à deux d'entre elles. Premièrement, Einstein montre que aucun objet matériel ne peut aller plus vite que la vitesse de la lumière dans le vide. Il montre aussi que l'information elle-même ne peut pas aller plus vite que la lumière. Bref, la vitesse de la lumière devient une limite infranchissable. Pas de bol, ça risque d'être compliqué pour aller dire bonjour aux extraterrestres. Deuxième conséquence, qui est sans doute la plus surprenante, le temps, qu'on croyait absolu, n'est pas absolu mais relatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, en gros, les durées dépendent du référentiel dans lequel on va les mesurer. Einstein montre aussi que la durée mesurée sera toujours plus grande que la durée propre. Alors, dans tous les exos, on va rencontrer une formule qui n'est pas à savoir, mais que vous devez savoir utiliser. Delta Tm est proportionnel à delta Tp, d'un facteur gamma qu'on appelle le coefficient de Lorentz, v étant la vitesse relative entre les deux référentiels.
À noter que dans la vie de tous les jours, ces phénomènes de dilatation du temps, on les remarque pas. Bon, la raison est très simple. Pour les vitesses petites par rapport à la vitesse de la lumière, les effets relativistes sont négligeables. On donne souvent la valeur de 10%. Ça laisse de la marge, hein. En gros, si on envoie une fusée sur la Lune, les ingénieurs n'ont pas du tout besoin des équations relativistes. Les équations de Newton suffisent amplement. Première question de l'exercice 3 du bac S 2016 Centre étranger. Lorsque les effets de la relativité restreinte se font sentir, on parle de dilatation des durées. Montrez en quoi cette expression est appropriée. Bon, c'est un peu une question de cours. On nous rappelle la formule entre la durée mesurée et la durée propre. Alors, on commence à rappeler que la matière ne peut pas dépasser la vitesse de la lumière dans le vide. V inférieur à C. De là, on en déduit facilement à partir de la formule que racine de 1 moins V2 sur C2, c'est plus petit que 1. Et donc gamma sera toujours supérieur à 1. Comme la durée mesurée, c'est gamma fois la durée propre, la durée mesurée entre deux événements sera toujours plus grande que la durée propre. D'où le terme dilatation du temps. Voilà, on a répondu. Petite remarque quand même, on voit que si V tend vers la vitesse de la lumière, qui est la vitesse limite, eh bien la durée mesurée tend vers l'infini. Ça paraît délirant. La dilatation du temps, c'est effectivement un phénomène physique complètement délirant. Et même quand on croit avoir tout compris, on trouve toujours un exemple où on comprend plus rien. Je vais essayer de vous faire appréhender ce phénomène à travers un exemple qui aurait plu à Albert Einstein. Il va juste falloir faire preuve d'un petit peu d'imagination. Imaginons tout d'abord une Terre très très grande. Quand je dis très grande, son rayon fait quelques centaines d'années-lumière. Imaginons maintenant une multitude d'observateurs qui ont tous des horloges synchronisées entre elles. Ils sont alignés sur le quai d'une gare très très grande, dans lequel passe un train du futur à une vitesse proche de la vitesse de la lumière. Bon, on va supposer par exemple que gamma soit environ égal à 3. Dans le train du futur, il y a un petit gars qui a une horloge qui mesure la seconde. Et pour que les observateurs sur le quai puissent s'en rendre compte, on va imaginer que cette horloge envoie un flash lumineux toutes les secondes. Les observateurs, on va les considérer très près du train, de manière à ne pas tenir compte de la durée du trajet du flash lumineux entre l'horloge et leurs yeux. Quand le train est immobile, les observateurs voient effectivement un flash lumineux toutes les secondes. Le train avance, phénomène de dilatation du temps, les observateurs voient un flash toutes les 3 secondes. Pour eux, l'horloge du train tourne au ralenti. D'ailleurs, tout ce qui se passe dans le train, pour eux, tourne au ralenti. 10 ans de la vie du petit bonhomme, eh bien pour eux, ça va correspondre à 30 ans. Alors c'est là qu'il faut faire gaffe. Dans certaines corrections en ligne ou dans certaines littératures, vous pouvez lire « Le temps s'écoule plus vite sur le quai que dans le train ». Bon, a priori, ça semble plausible puisque je viens de dire que 10 ans pour le petit bonhomme correspondrait à 30 ans pour les observateurs. En fait, il faut faire attention aux mots et il faut surtout bien regarder ce que l'on mesure et qui le mesure. Là, ce que l'on mesure, c'est l'écart entre les flashs lumineux. Et ceux qui le mesurent, c'est les gars qui sont sur le quai de la gare. Si maintenant on fait le contraire, les observateurs sont sur le train et cette fois le petit gars avec son horloge à flash lumineux, il est sur le quai de la gare. Lorsque le train avance, question de relativité des mouvements, tout se passe pour les observateurs comme si le quai se déplaçait à la vitesse v dans l'autre sens. Dilatation du temps, ils observent un éclair toutes les 3 secondes. Pour eux, tout ce qu'ils voient sur le quai de la gare se passe au ralenti. Et c'est là qu'est le problème. Ce phénomène de réciprocité de la dilatation du temps fait qu'on ne peut pas dire que le temps s'écoule plus vite sur le train ou sur le quai de la gare. Parce que les gens sur le quai de la gare voient effectivement les gens du train vieillir moins vite, mais les passagers du train, eux, ils voient aussi les gens sur le quai de la gare vieillir moins vite. Il y a réciprocité totale du phénomène de relativité. C'est là que ça devient complètement délirant. Et pourtant, ce phénomène de dilatation du temps et cette réciprocité,
ont été vérifiés un très grand nombre de fois expérimentalement. Question suivante. On considère une particule dont la vitesse dans un référentiel terrestre est égale à 10% de celle de la lumière. On mesure une durée de 1 nanoseconde et on demande d'estimer la durée propre delta T0 et de commenter. Alors on part de la formule, on fait bien gaffe, c'est delta T0 qu'il faut calculer. On remplace V par 0,1 fois C. Alors attention, il ne faut pas faire de calcul intermédiaire parce que sinon, avec le jeu des arrondis, on peut trouver aucun écart à la fin. On fait le calcul et on arrondit uniquement à la fin. On remplace et on trouve delta T0 environ égal à 0,99 nanosecondes. On calcule l'écart relatif entre la durée propre et la durée mesurée et on trouve environ 1%. Alors on voit qu'il y a quand même un effet relativiste, mais que celui-ci est très faible. L'effet de dilatation, il est minime pour une telle particule. Mais il existe quand même. Question intéressante, on nous donne un graphe qui représente l'évolution du rapport V2 sur C2 en fonction de l'énergie cinétique pour un électron. Et on a deux courbes. Il y en a une qui correspond à la physique classique, c'est-à-dire la physique de Newton et Galilée, et l'autre qui correspond à la physique relativiste. Et vous devez identifier qui est qui, en justifiant et en donnant deux arguments. En physique classique tout d'abord, on sait que l'énergie cinétique c'est 1/2 de mv carré. L'énergie cinétique est donc proportionnelle à v carré. Et si on regarde les deux courbes, ça correspond à la courbe numéro 2. Donc c'est déjà un premier argument. Deuxième argument, en physique relativiste, aucune particule ne peut dépasser la vitesse de la lumière. Donc v carré sur c carré, ça sera toujours plus petit que 1. On voit que pour la courbe 2, on dépasse 1. C'est donc la courbe 1 qui correspond à la physique relativiste. Question suivante. Montrez qu'à partir d'une vitesse de 1,2 puissance 8 mètres par seconde, on peut considérer les électrons comme relativistes. On vous donne une indication, on vous dit on considérera que les effets relativistes sont négligeables si l'écart relatif entre les valeurs de l'énergie cinétique selon les modèles classiques et relativistes est inférieur à 10%. Alors on va se servir du graphe B qui est un petit peu zoomé, ce qui va nous permettre de faire des mesures. Tout d'abord on va calculer le rapport V2 sur C2 avec une telle vitesse. On trouve 0,16. A noter que la valeur de C n'était pas donnée dans l'énoncé. On reporte 0,16 sur le graphe. On trouve en physique classique une énergie cinétique de 0,04 MeV et en physique relativiste une énergie cinétique un peu plus grande de 0,045 MeV. On calcule l'écart relatif entre les deux valeurs par rapport à la valeur de référence la plus petite, 0,040, et on trouve 12,5%. Cet écart étant supérieur à 10%, d'après l'énoncé, on peut considérer ces particules comme relativistes. Alors, avant de nous quitter, je voudrais attirer votre attention sur une dernière chose. Il s'agit d'une question qu'on entend très souvent ici ou là, mais pourquoi on ne pourrait pas dépasser cette fichue vitesse de la lumière? Qu'est-ce qui nous en empêcherait? Eh bien la réponse elle est sous vos yeux. Alors en fait sur ce graphe, la droite d'équation y égale 1 est une asymptote de la courbe 1. C'est-à-dire que lorsque V tend vers C, eh bien l'énergie cinétique de l'électron devient infinie. On le voit mieux sur cet autre graphique. Bon, c'est à peu près la même chose, sauf que cette fois-ci l'énergie est en ordonnée et la vitesse en abscisse. Une particule ne peut pas pour des raisons évidentes avoir une énergie infinie, donc pour la même raison, une particule ne peut pas avoir une vitesse égale à c. Tout simplement. Voilà, cette vidéo est finie. N'hésitez pas à poser des questions en laissant des commentaires. Bonne révision.